Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor. Cet invité est Adrien Quatennens. Bonsoir. Bonsoir. Donc député du Nord, député de la France Insoumise. On a écouté évidemment ce qui s'est dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale et on a été frappé par une forme d'hommage qui a été rendue par Jean-Luc Mélenchon, donc votre patron, d'abord à la nation bien sûr, mais aussi au gouvernement. En gros, il a dit à Édouard Philippe, vous avez fait ce que vous avez pu. C'était plutôt inattendu cette phrase. Vous savez, Monsieur Poivre d'Arvor, nous ne sommes pas une opposition de principe. Il n'y a pas lieu de s'opposer en tout état de cause. Et là, en l'occurrence, il y a deux choses que j'aimerais dire. D'abord, le moment n'est pas celui de la polémique, à notre sens. C'est celui où on a besoin non seulement de laisser passer à travers nous la tristesse qui existe, qui est présente, et c'est un moment nécessaire de communion. On a besoin de se serrer les coudes, premièrement. Et deuxièmement, il faut bien le dire, celles et ceux qui se laissent aller à des polémiques à cet instant, ou à des surenchères, on pourra en parler par la suite, à mon avis, sont à côté du moment. Et donc clairement, il y avait lieu pour nous tout à l'heure à l'Assemblée nationale de rendre cet hommage. Jean-Luc Mélenchon l'a fait, un hommage bien sûr à Arnaud Beltrame, mais également un hommage à ce qui fait la République, et de dire oui, que dans l'instant, et tel que nous avons disposé d'informations, il nous semble effectivement que l'État a fait ce qu'il fallait, a fait ce qu'il pouvait, en tout état de cause, concernant ce cas spécifique. Et il faut rendre d'ailleurs hommage aux policiers, aux gendarmes et à toutes celles et ceux qui concourent à notre sécurité, parfois au péril de leur vie, comme ce fut le cas la semaine dernière. Alors, j'imagine que vous faites allusion, bien sûr, à Marine Le Pen, qui a demandé la démission de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, ou encore à Laurent Wauquiez, qui, lui, a demandé le rétablissement de l'état d'urgence. Ça apporterait quelque chose, le rétablissement de l'état d'urgence ? Malheureusement, non. Alors, j'ai dit que je ne polémiquerai pas, mais je me permettrai juste cette remarque. Vous savez, on a voté, il y a quelques mois de cela, une énième loi antiterroriste qui, et là, pour le coup, nous y étions opposés pour la raison qu'elle transposait beaucoup des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun, pour la raison qu'Emmanuel Macron avait fait la promesse d'en finir avec l'état d'urgence. C'est-à-dire que pour tenir sa promesse de fin de l'état d'urgence, il a transposé beaucoup de dispositifs dans la loi et dans le droit commun. Le problème que nous avons, c'est qu'on le voit bien, si on prend les lois qui ont été votées ces 10 dernières années, on a une multiplication législative des lois et des dispositifs antiterroristes, sans que, malheureusement, l'on vienne à bout des problèmes. Nous avions dit pendant ce débat qu'on pouvait toujours se couper les cheveux en quatre pour savoir comment on allait, par exemple, sécuriser certaines zones en cas d'événement, comment on allait pouvoir, par exemple, fouiller les coffres des voitures. Celles et ceux qui se laissent tenter à dire que le risque zéro est atteignable se trompent. Et en même temps, vous pouvez, pardonnez-moi de parler comme Emmanuel Macron, mais vous pouvez comprendre l'émotion des gens qui se disent « mais celui-là a été fiché S ». Pourquoi il n'est pas davantage contrôlé? Pourquoi il ne se retrouve pas, sinon dans un camp de rétention, en tout cas dans un endroit où finalement il ne peut pas passer à l'acte? Bien évidemment, mais vous savez, je pense qu'en l'occurrence, et même si j'ai commencé l'entretien en disant qu'il fallait laisser passer à travers nous l'émotion, là je pense en l'occurrence aux victimes et à leurs proches et à ce moment de communion nationale qui est nécessaire. Et qui sera par ailleurs, je pense aux invalides. Tout à fait, et nous y serons présents évidemment, avec beaucoup d'émotion, mais je pense pour le coup que l'émotion n'est pas raison, et que lorsqu'il s'agit de légiférer, l'émotion ne peut pas être seule conseillée. En réalité, nous avons besoin effectivement d'une politique, d'un retour à la raison en matière antiterroriste. Ce n'est pas en accumulant effectivement les dispositions législatives que nous allons pouvoir en finir. D'abord, concernant les polémiques qui ont été levées sur notamment la fiche S, il faut savoir que le fait d'être fiché S ne veut pas dire que vous passez nécessairement à l'acte. Et par ailleurs, le fait d'ailleurs que les fichiers S soient surveillés est une bonne chose en ce sens que ce dispositif permet justement d'accumuler de l'information et du renseignement. Par conséquent, il ne faut pas faire croire que ce dispositif est autre chose que ce qu'il est réellement. Ensuite, on a vu effectivement toutes ces surenchères sur les expulsions, etc. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même déjà beaucoup de dispositifs possibles. En France, on a le droit d'isoler les détenus radicalisés, d'interdire de territoire les djihadistes présumés venant de l'étranger, de déchoir de leur nationalité les terroristes, d'interdire depuis la sortie du territoire des Français présumés djihadistes, et depuis une décennie, on expulse même les imams radicaux. Moi, je pense qu'en termes législatifs, nous avons tout ce qu'il faut sur la table pour combattre le terrorisme. Maintenant, il y a autre chose qu'on évoque assez peu. C'est notamment le traitement des causes. Et on en parle, c'est vrai, assez peu, y compris dans les débats parlementaires. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, la question des relations internationales, notamment des guerres, dans laquelle
dans lesquels la France est parfois impliquée. C'est pas parce que la France est en Syrie, en Irak, ça n'explique pas tout, mais si on veut une politique de retour à la raison, une politique rationnelle en matière de lutte contre le terrorisme, il faut que ce soit une stratégie politique qui soit globale. Donc il y a plusieurs facteurs. D'abord la question internationale, avec notamment les guerres, la question du commerce des armes, par exemple. On n'intervienne plus sur les théâtres. En tout cas, quand on voit ce qu'ont produit les interventions en Irak ou en Libye, on peut se poser parfois la question des interventions internationales. Et par ailleurs, également la question de la vente d'armes. Vous avez vu que pendant le débat sur la loi antiterroriste, nous avions notamment parlé des financeurs. Et par exemple, avec le cas de Lafarge, ce cimentier qui a payé Daesh pour poursuivre son activité. Figurez-vous qu'au moment où nous discutions de cette affaire à l'Assemblée nationale, le cimentier en question était en train de refaire la cour de l'Assemblée. Donc il y a quand même des choses à dire. Ensuite, il y a, je pense, besoin, et je veux le dire à ce micro, de renforcer les anticorps républicains. Les fanatiques qui nous attaquent la République. Nous devons répondre par plus de République. Les anticorps républicains, quels sont-ils? La sécurité sociale, l'éducation, les services publics. C'est absolument nécessaire. Nous avons besoin de cela non seulement pour renforcer les anticorps républicains, mais aussi pour venir à bout du terreau de tout ce qui fait les communautarismes dans ce pays. C'est une bataille au long cours, auquel on ne répondra pas simplement par une agitation législative et des polémiques comme celles et ceux qui s'y laissent aujourd'hui aller. Adrien Quatennens, puisqu'on parle de polémique, vous avez été vous-même candidat, donc il y a 9 mois, aux législatives. Vous avez été choqué de découvrir que dans les 576 autres candidats de la France insoumise, il y avait un garçon qui s'appelle Stéphane Poussier, qui a été d'ailleurs condamné aujourd'hui avec 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. J'ai été plus que choqué. J'ai été humilié, sali. Je me suis senti meurtri. Mais ce n'est pas nous qui sommes d'abord en cause. C'est notamment vis-à-vis de la famille, des proches, des victimes. Les paroles qui ont été prononcées, le tweet qui a été réalisé est absolument ignoble, innommable. Il a été d'ailleurs réalisé alors que la plupart des porte-paroles du mouvement La France Insoumise et des élus s'étaient clairement exprimés pour rendre hommage à l'acte héroïque et inconditionnel d'humanité d'Arnaud Beltrame. Et je vois que la justice a été rendue rapidement, et c'est une bonne chose. Alors il y a un sujet qui est un sujet pour l'instant de polémique également. Manuel Valls qui estime qu'un acte politique fort serait d'interdire le salafisme. Vous pensez que pour vous c'est une question de religion, le terrorisme? Il faudrait qu'on m'explique comment on peut faire pour interdire une idée. Et d'ailleurs c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On ne peut pas interdire une idée. Alors, on peut en l'occurrence, on peut s'en prendre à des imams. On peut s'en prendre mais c'est autre chose, voilà. Bien sûr. Et qui d'ailleurs parfois sont expulsés. Évidemment, et il faut le faire. Et la France le fait déjà, ça a été rappelé cet après-midi au sein de l'hémicycle. Et à chaque fois que nous devons le faire, bien sûr qu'il faut le faire. Mais expulser les imams radicaux, ça ne veut pas dire mettre terme à une idée de façon générale. Nous pouvons non pas venir à bout d'une idée, mais venir à bout éventuellement des conséquences désastreuses de la mauvaise manipulation d'une idée. Et en l'occurrence, le dévoiement de la religion. Donc, pareil, je pense que ça fait partie aussi des polémiques stériles entre les expulsions à tout va, la rétention des fichiers S ou l'interdiction du salafisme. Je pense que on succombe là, pour le coup, à des débats qui sont des débats fallacieux. Je pense que nous avons véritablement besoin d'une politique antiterroriste rationnelle. Elle passe, je l'ai dit, aussi par la question des moyens, parce que on doit le dire, que ce soit en termes de renseignement, que ce soit en termes de dispositifs policiers. Les différentes cures d'austérité qu'il y a eu ont aussi mis à mal beaucoup de services publics et ont affaibli certains services. Nous avons besoin de recruter du personnel. Et de ce point de vue, je vois que le gouvernement semble maintenant comprendre qu'il faut aller dans ce sens. On ne peut pas affaiblir l'État et exiger de lui qu'il soit infaillible. Alors voilà qui nous amène donc à une autre question que je voulais vous poser. Vous êtes membre de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée. Jeudi dernier, il y a eu à peu près 300 000 personnes mobilisées contre les réformes de la fonction publique et de la SNCF. On peut quand même dire que c'est une mobilisation assez relative. Non, alors moi je ne vais pas être d'accord avec vous sur ce point pour la raison que... Sur le chiffre ou... Non, alors non seulement il y a le chiffre, mais il y a surtout le fait que, vous vous en souvenez, on avait une séquence précédente à l'automne avec la question des ordonnances sur le code du travail. Moi je constate effectivement que les racines du mouvement social aujourd'hui en France, à l'heure où nous nous parlons, sont bien plus solides et bien plus ancrées que ce n'était le cas au moment de la séquence ordonnance. Pourquoi ? Vraisemblablement parce qu'il aura fallu 10 à 12 mois aux Françaises et aux Français
pour comprendre réellement quel était le dessein de la politique d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je pense, dans la plupart des secteurs, les gens qui nous écoutent ont compris que loin de renouveler quoi que ce soit sur le fond, même s'il a réussi à le faire avec cette habileté sur la forme, Emmanuel Macron poursuit plus durement que ses prédécesseurs l'impasse libérale. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois qu'à marche forcée, nous sommes en train de défaire la France. Ce qui fait la République française, qui fait la République sociale. Vous pensez que les gens vont se mobiliser sur la question du statut, par exemple, qui les concerne pas tant que ça et qui ne concerne d'ailleurs pas les actuels cheminots? Mais ce serait une erreur que de penser que la bataille, notamment sur la question du rail, est une bataille pour des avantages ou pour un statut. D'ailleurs, vous avez peut-être vu Monsieur Darmanin la semaine dernière qui, face à une responsable syndicale de la SNCF, lui disait « Mais pourquoi vous battez-vous puisque votre statut n'est pas en cause, ce sera le statut des suivants ». Et elle lui a répondu quelque chose tout à fait juste « Mais je ne me bats pas pour mes intérêts particuliers. On se bat pour un modèle, effectivement, qui est un modèle du rail public. » Et finalement, que fait ce gouvernement ? Il applique avec beaucoup de zèle, en tout état de cause, les directives européennes. Et pour faire l'Europe du fric, je veux le dire, on est en train de défaire la France. Et c'est ça qui est un risque aujourd'hui. Et moi, quand je vois ce que fait ce gouvernement, je me dis tout ce que nous pourrions faire de bien plus intelligent si nous étions aux manettes à cette heure. Pour prendre l'exemple du rail, quand on voit la crise écologique très rapidement, parce que eh bien, moi, je serais plus occupé, par exemple, à faire en sorte que nous ayons un vrai pôle public du rail qui fasse en sorte que les marchandises, plutôt que de circuler sur les routes, circulent sur le rail. Vous savez, avec cette ouverture à la concurrence, faut le dire aux usagers, ça ne va pas aller mieux, en réalité. Ça, c'est l'Europe qui l'a décidé. Mais c'est tout le problème. C'est-à-dire que c'est de l'idéologie, on le voit bien. Que vous vendiez du rail, des télécoms, de l'énergie ou des bananes, il faut la concurrence libre et non faussée. Est-ce que ça marche mieux ? A priori, non. Adrien Quatennens, merci beaucoup. Dans un instant, le flash de Béatrice Mouedine, puis la page culture avec Pierre Arditi et David Foinkinos. Ensuite, Élodie Fondacci et Francis Drezel.